Le 8 octobre 2025 à 14h30 précise sous les dorures étincelantes du salon d'apparat de l'Élysée, Emmanuel Macron. D'un geste fluide et confiant, a posé sa signature sur un document qui allait sceller bien plus qu'une simple nomination. Avec son élégant stylo Montblanc, il reconduisait Sébastien Lecornu à Matignon pour la seconde fois. Ce qu'il ne soupçonnait pas, c'est qu'en offrant à son ancien ministre ce retour triomphal, il venait à son insu de signer le crépuscule irréversible de son autorité présidentielle. Cette plume trempée dans l'encre du pouvoir traçait en réalité les lignes de sa propre chute. Face au bureau présidentiel chargé d'histoire, un homme de 40 ans à peine récemment célébré se tenait droit comme un roc. Sébastien Lecornu, main jointe dans le dos, visage fermé, comme une forteresse, n'avait plus rien du ministre qu'il était autrefois. 18 mois plus tôt, il quittait Matignon dans le vacarme d'un scandale monumental, une affaire de corruption présidentielle qui avait secoué la République jusque dans ses fondations. Mais ce jour-là, il revenait auréolé d'un calme redoutable. Plus froid, plus dur, plus lucide. L'homme qui se présentait à nouveau dans ces lieux de pouvoir n'obéissait plus à aucune loyauté, du moins pas à celle envers Macron. Les tempêtes politiques qu'il avait affrontées l'avaient transformé en stratège redoutable, affranchi de toute illusion. Macron, refermant le décret qu'il venait tout juste de signer, leva lentement les yeux vers lui. « Sébastien, j'aimerais qu'on reparte sur des bases nouvelles vraiment saines. Oublions le passé, il doit rester là où il est. » Lecornu esquissa un sourire, mais ce rictus n'avait plus rien de familier. Il n'évoquait ni bienveillance ni connivence, il était glacial méthodique, presque menaçant. « Absolument, monsieur le président. Le passé appartient au passé, répondit-il d'une voix douce, presque mielleuse. Ce que Macron ne saisit pas ou ne voulut pas entendre, c'est la lame acérée dissimulée dans cette phrase feutrée. Trop absorbé par le chaos ambiant, trop accablé par l'ouragan politique qui s'éternisait, il n'avait pas vu que derrière ce masque souriant se cachait un joueur d'échecs prêt à faire échec et mat. Depuis des mois, la France vivait au rythme des cortèges en colère, des bannières enflammées et des sirènes hurlantes. Partout dans les rues des grandes villes, la révolte grondait. Les baromètres d'opinion dégringolaient sans relâche et le Parlement exigeait de sa tête à l'unisson. Dans ce naufrage institutionnel, Macron s'accrochait à Lecornu comme à la dernière bouée de sauvetage, le seul capable encore d'inspirer confiance aux conservateurs comme aux centristes. Pendant que Macron tentait désespérément de sauver son trône vacillant, il ignorait que Lecornu, relégué dans l'ombre depuis 1 an et demi, n'avait pas perdu une seconde de cet exil forcé. Loin de ruminer, il avait méticuleusement planifié sa revanche comme on prépare une partie d'échec fatale. Analyse froide de chaque faille du système macronien, repérage chirurgical des brèches institutionnelles, construction discrète mais solide de réseaux d'influence allant des plateaux télé aux coulisses des banques. Et voilà que dans un renversement du sort à faire pâlir Machiavel lui-même, le président lui tendait de son plein gré les clés scintillantes de la République. « Monsieur le Président, déclara Lecornu en s'approchant calmement de la sortie capitonnée du bureau, pour agir efficacement, j'aurai besoin d'une liberté totale dans le choix de mon équipe gouvernementale. » Évidemment, répondit Macron, presque soulagé, croyant se débarrasser enfin de son fardeau. « Vous avez toute ma confiance entière et indéfectible. » « Excellent !» Un mince sourire se dessina. « Nous verrons bien ce qu'elle vaut, cette confiance. » À quelques mètres de là, dans les couloirs épais de tapis et de secrets, les conseillers de l'Élysée se perdaient en chuchotements inquiets. Nommer Lecornu, un coup de poker dangereux. Macron n'était pas dupe, mais il était dos au mur. Avec le pays paralysé par les grèves et une instabilité chronique, il n'avait plus qu'une seule carte à jouer. Et cette carte, c'était justement l'homme qu'il craignait le plus et qui, paradoxalement, était peut-être son dernier espoir. « Monsieur le Président, vous êtes vraiment sûr de votre coup ?» avait murmuré Alexis Kohler quelques heures plus tôt dans ce même bureau feutré. L'inquiétude transperçait sa voix. Après ce qui s'est passé, après ce qu'il a révélé au grand jour, nommer Lecornu à nouveau, c'est risqué, non? Macron lui s'était redressé l'air confiant d'un joueur persuadé d'avoir trouvé la parade ultime. Justement, Alexis, c'est parce qu'il sait tout qu'il ne dira plus rien. Il connaît mes zones d'ombre mieux que quiconque. Il sait qu'en me faisant tomber, il s'écroulerait avec moi. C'est notre pacte silencieux, notre dissuasion mutuelle. Il est coincé comme moi. Kohler n'insista pas, mais en sortant du bureau, un frisson désagréable lui parcourut l'échine. Cela faisait plus de 15 ans qu'il croisait Lecornu dans les allées du pouvoir, et il connaissait trop bien ce regard-là.
Un homme comme lui ne pardonne jamais vraiment une humiliation. Il l'encaisse, il attend, puis il frappe. Et ce soir-là, le Cornu regagnait Matignon avec la solennité d'un roi rentrant d'exil. Tout était resté figé depuis son départ forcé, les fauteuils cirés à la perfection. Les boiseries inchangées, les toiles de maître suspendues comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Mais si les murs étaient restés les mêmes, lui, en revanche, n'avait plus rien de l'homme d'hier. Il revenait métamorphosé, durci, aiguisé, méconnaissable. Sans perdre une seconde, le Cornu fit appeler Pierre Dubois, son ancien bras droit autrefois évincé brutalement de l'appareil d'État après le séisme politique de 2024. Depuis, l'homme vivait reclus, rongé par l'amertume d'une disgrâce qu'il n'avait jamais digérée. Lorsque Dubois pénétra dans le bureau qu'il connaissait par cœur, le Cornu l'accueillit d'un ton grave. « Pierre, j'espère que vous avez bien veillé sur les dossiers. Vous savez lesquels. Ceux que je vous avais expressément demandé de mettre à l'abri. » Un sourire discret s'étira sur les lèvres de Dubois, celui de l'homme qui a longuement attendu son heure. « Tout est intact, monsieur le Premier ministre. Les pièces les plus compromettantes, les enregistrements confidentiels, les preuves les plus explosives. Rien n'a bougé. C'est trié, sécurisé, prêt à l'usage. » Excellent, mais cette fois nous n'en ferons pas des armes de destruction massive. Nous allons nous en servir avec finesse, avec stratégie. Je ne vous suis pas, monsieur le Premier ministre. La première fois, j'ai tout balancé sous l'impulsion de la rage pour le punir sur le champ. Et j'ai commis une erreur. Cette fois, je vais m'en servir pour l'enchaîner sans qu'il s'en rende compte. Doucement, totalement. Son projet d'une élégance glaciale et d'une précision chirurgicale. Il ne s'agissait plus de démolir Macron en place publique comme en 2024 avec fracas et scandale. Non. Désormais, le président serait conservé intact, mais sous tutelle invisible. Telle une marionnette bien habillée, Macron occuperait la scène pendant que Le Cornu, tapi dans l'ombre de Matignon, tirerait discrètement chaque fil du pouvoir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du président que l'image. À peine le soleil levé dès 8 heures tapantes, Le Cornu s'attela à la tâche avec la précision d'un chirurgien politique composer son gouvernement. Mais cette fois finies les consultations protocolaires, les validations présidentielles et les appels à l'Élysée, non. Il établit la liste seul selon ses propres critères, ses propres alliances, son propre agenda. Les habitudes institutionnelles oubliées. Macron ignoré. Chaque nomination fut décidée sans la moindre concertation, comme s'il n'y avait plus qu'un seul maître à bord. Aux alentours de midi, Alexis Kohler, visiblement mal à l'aise, franchit timidement la porte du bureau du Premier ministre. « Monsieur le Premier ministre, le président souhaiterait pouvoir échanger avec vous au sujet des nominations avant qu'elles ne soient rendues publiques. » Le Cornu, les yeux rivés sur ses documents, ne leva même pas la tête. « Transmettez-lui poliment que mes décisions sont prises. Définitivement. Il n'y aura pas de discussion. S'il tient à s'exprimer, qu'il le fasse par écrit. Avec des arguments précis et détaillés. » Le choc fut instantané. La réplique glaciale de Le Cornu avait retenti comme un coup de tonnerre dans les salons dorés de l'Élysée. Une telle insubordination aussi frontale qu'inédite n'avait jamais été vue sous la Ve République. Jamais un chef de gouvernement fraîchement intronisé n'avait osé claquer la porte du protocole en pleine figure du président et en public qui plus est, l'effet un séisme institutionnel. Dans l'urgence, Macron convoqua Le Cornu dès l'après-midi pour une entrevue tendue en tête-à-tête. « Sébastien » lança-t-il d'un ton sec en refermant la porte derrière lui, « il faut que nous ayons une discussion sérieuse. Vous ne pouvez pas ignorer l'Élysée dans la formation d'un gouvernement. C'est un non-sens constitutionnel. » Assis avec un calme désarmant dans un fauteuil Louis XVI, Le Cornu croisa les jambes avec la nonchalance d'un homme en position de force, puis planta son regard dans celui du président. Pas un mot, mais dans ses yeux, tout était déjà dit. « Monsieur le Président, hier encore, vous m'avez accordé sans ambiguïté une liberté totale pour composer mon gouvernement. Alors non, il n'y a pas de « mais ». Soit vous assumez vos paroles et vous me faites réellement confiance, soit ce n'était qu'un mensonge de plus. Et dans ce cas, je rends les clés sur le champ. Mieux encore, je convoque la presse dans l'heure et je leur explique pourquoi vous avez eu si désespérément besoin de moi. Et croyez-moi, ce sera instructif. » Le message était clair comme de l'eau de roche, tranchant comme une lame. Du chantage absolument et assumé, brutal, frontal, imparable. Macron blêmit aussitôt les paumes moites, la voix hésitante. «
Qu'est-ce que... Enfin, que voulez-vous dire exactement? Ce que je dis, c'est très simple, vous ne m'avez pas choisi pour mon talent de gestion ou ma rigueur administrative. Non, vous m'avez rappelé parce que vous êtes persuadé que je ne recommencerai pas, que je ne vous trahirai pas une deuxième fois puisque je sais déjà tout ce que vous avez à cacher. Mais là est votre erreur. Ce que je sais, loin de m'enchaîner, me libère. Ce que je détiens me donne un pouvoir total. Je peux frapper quand je veux, comme je veux. Et cette fois, je ne manquerai pas ma cible. Un silence glacé s'abattit dans le bureau présidentiel si pesant qu'il semblait écraser les murs eux-mêmes. Seul le tic-tac régulier de l'horloge Empire résonnait comme pour rappeler l'implacable marche du temps et des erreurs. Et à cet instant précis, Macron comprit avec une clarté terrifiante qu'il venait de signer la pire décision stratégique de toute sa carrière. Il n'avait pas rappelé un allié. Il avait remis les pleins pouvoirs à l'adversaire le plus dangereux qu'il ait jamais affronté. Ce n'était pas un retour en grâce, c'était une prise de contrôle, une capitulation habillée en nomination. En croyant maîtriser le cornu, il l'avait installé au centre du jeu et pas n'importe comment avec les outils même de l'État pour l'écraser. Une erreur fatale. Macron, blême peinant à trouver ses mots, finit par balbutier « Mais qu'est-ce que vous attendez de moi au juste ?» Le cornu ne détourna pas le regard. « Ce que je veux, c'est très simple le pouvoir, le vrai, pas les rubans, pas les caméras. Je veux gouverner pour de vrai. » Et comme un chirurgien qui annonce un verdict sans émotion, il poursuivit « Vous resterez l'image, le titre. Vous continuerez à couper des rubans à poser pour les photos à parler aux caméras. Mais toutes les décisions qui comptent, c'est moi qui les prendrai. Et uniquement moi. Donc, ce que vous me proposez, c'est ni plus ni moins qu'un putsch en costard-cravate. » « Pas du tout, monsieur le président, » rétorqua Lecornu avec un calme déconcertant. « J'appelle ça une cohabitation moderne. Vous conservez les honneurs, les micros, les flashs, les cérémonies et les accolades internationales. Moi, je me charge en toute humilité du vrai pouvoir, celui qui décide. » Macron venait de tomber dans un piège qu'il avait lui-même refermé. Acculé incapable d'avancer sans tomber, de reculer sans exploser. Un choix s'offrait à lui refuser l'accord et voir Lecornu claquer la porte avec fracas en emportant avec lui une bombe médiatique capable de ravager l'Élysée. Ou bien accepter et devenir ce qu'il redoutait le plus, une silhouette, un figurant en chef. « Et si je refuse cet arrangement ?» bredouilla Macron blême. Lecornu sortit tranquillement son téléphone crypté, fit défiler quelques dossiers, puis le tendit à son interlocuteur avec une assurance glaciale. « Tenez, voici l'enregistrement intégral de votre appel confidentiel avec Xi Jinping le 15 septembre, celui où vous lui glissez des informations sensibles sur les positions françaises au prochain sommet. On en fait la une de tous les JT ce soir où vous signez. » Macron s'effondra littéralement, aspiré par son fauteuil, les traits, tiré le regard vidé. Cet enregistrement, comment avez-vous pu y avoir accès? C'était une ligne cryptée. Lecornu esquissa un sourire presque attendri. « Monsieur le Président, 18 mois d'exil, ça laisse beaucoup de temps libre. Et moi, je l'ai mis à profit pour tisser une toile. Discrète, patiente, efficace. J'ai mes entrées partout. » Il laissa planer un court silence, puis frappa là où ça fait mal. « Désormais, j'ai des relais dans les services de renseignement, dans l'appareil d'État, dans les médias et jusqu'au conseil d'administration. Vous avez gravement sous-estimé ma capacité à survivre et à revenir. Que voulez-vous exactement ?» murmura Macron, presque résigné. « Rien de compliqué. Vous allez signer aujourd'hui un décret ultra-confidentiel m'octroyant des pouvoirs renforcés sur l'ensemble des affaires intérieures et économiques du pays. Et comme pour clore l'affaire d'un ton clinique, vous pouvez garder la défense et la diplomatie en apparence. Mais même pour cela, vous devrez désormais me consulter avant toute décision sérieuse. Et si je refuse ?» tenta Macron dans un souffle. « Alors demain matin, à la une de tous les journaux, les Français apprendront que leur président vend les intérêts stratégiques de la nation à l'étranger. Et là, il ne sera plus question de politique, mais de haute trahison. Et cette fois, il ne s'agirait pas d'une simple bourrasque politique ni d'un scandale médiatique de plus. Non. Ce qui attendait Macron s'il osait résister, c'était un procès public d'une ampleur historique. Une accusation formelle de haute trahison à un chef d'État traîné en justice jugé à huis clos et très probablement condamné à la perpétuité.
Rien de moins. Confronté à cette perspective cauchemardesque, il céda. Le soir même, à l'abri des regards, dans un silence glacial, Emmanuel Macron signa le décret fatidique. Une feuille de papier, quelques lignes, une signature tremblante et soudain le cornu devenait l'homme fort de la République. Officieusement, bien sûr. Mais dans les faits, c'était lui désormais qui tenait les rênes. Et ce fameux décret que Macron croyait peut-être être le point final de la crise n'était en vérité que le prologue d'un plan bien plus vaste. Car dès le lendemain, le cornu lança la grande opération de remodelage, une restructuration complète de l'état chirurgical implacable calibré selon sa propre vision du pouvoir. Première frappe, tous les conseillers personnels du président furent congédiés sans sommation. Pas d'avertissement, pas d'explication, évincés balayés. Remplacés par les fidèles de Lecornu sélectionnés avec une précision d'orfèvre, l'Élysée. Toujours debout, toujours brillant, mais vidé de sa substance. Une belle façade, sans moteur. Deuxième étape du plan. Lecornu verrouilla l'architecture du pouvoir. D'un geste ferme, il rapatria toutes les grandes décisions à Matignon. Plus question de naviguer entre ministères et présidences, désormais tout passait par lui. Les ministres alignés disciplinés. Ils ne répondaient plus au chef de l'État, mais uniquement au nouveau maître de l'appareil exécutif. Puis vint la troisième manœuvre, aussi invisible que redoutable, la mise en place d'un dispositif de surveillance intégrale autour de Macron. Tout, et vraiment tout, était passé au crible, appel téléphonique, entretien privé, moindre mouvement. Chaque souffle du président était enregistré, archivé, contrôlé par des services secrets désormais dévoués corps et âme à Lecornu. Et chaque matin, dans le calme feutré des réunions à Matignon, une scène devenue routinière s'instaurait. « Alors, comment va notre cher président aujourd'hui » lançait Lecornu d'un ton faussement détaché. « Il semble s'habituer doucement à sa nouvelle réalité, monsieur le Premier ministre », répondait Pierre Dubois dans un sourire discret mais chargé de complicité. Pendant que le pays suivait impuissant ce théâtre politique étrange et silencieux, le rôle de Macron s'effilochait de jour en jour. Il devenait une silhouette floue, un décor vivant sans réelle influence. Chaque décision, chaque initiative majeure était désormais signée Lecnou. Le président existait encore sur le papier, mais sur le terrain, c'était son premier ministre qui tirait toutes les ficelles. Les médias parlaient de cohabitation atypique, s'efforçant de rester prudent, mais le tableau réel dépassait largement ce doux euphémisme. Lecnou ne se contentait pas de gérer les affaires courantes. Il remodelait la France à sa guise, redessinant les structures, les priorités et les alliances avec une audace totale. En quelques mois, il imposa une réforme fiscale qui révolutionnait les équilibres, réorganisa l'administration dans ses moindres détails et conclut des alliances internationales qui prenaient tout le monde de court. Le rythme et l'ampleur de ces transformations surpassaient tout ce que Macron avait pu accomplir en 5 années de mandat complet. Et l'ironie suprême, les Français approuvaient massivement. Les sondages affichaient une ascension spectaculaire pour Lecnou semaine après semaine, tandis que la cote de Macron s'écrasait inexorablement dans les profondeurs de l'impopularité, comme si le monde avait déjà tourné la page sans lui. « Monsieur le Premier ministre », osa un journaliste lors d'une conférence à Matignon, « il semble de plus en plus que ce soit vous et non le président qui prenez toutes les décisions importantes en France. Qu'en pensez-vous » Le cornu sourire angélique aux lèvres répondit avec une politesse calculée « Je gouverne la France en parfaite harmonie avec Monsieur le Président de la République. Nous formons un gouvernement uni complémentaire et efficace, ajouta-t-il avec un aplomb tranquille. Mais dans les salons et bureaux de Paris, tous savaient la vérité, ce n'était qu'une façade soigneusement entretenue. Macron n'était plus que l'ombre d'un chef d'État, un accessoire décoratif dans un théâtre constitutionnel où la vraie scène appartenait à Lecnou. 6 mois seulement après son retour providentiellement orchestré, le cornu avait accompli ce que personne n'aurait cru possible. Sans titre officiel, il dirigeait le pays de manière concrète et absolue. En silence, il avait transformé un régime présidentiel en un parlementarisme de fait, s'érigeant en Premier ministre omnipotent et incontesté maître du pouvoir réel. Macron observait impuissant la lente érosion de son autorité. Chaque geste, chaque parole était désormais filtré par les yeux vigilants de Lecnou. Ses secrets les plus intimes servaient de chaînes invisibles, ses déplacements et conversations minutieusement épiées. Sur le papier, il restait président, mais dans la réalité, il n'était plus qu'une vitrine prestigieuse, un écran destiné à masquer le véritable maître du pouvoir.
Comment ai-je pu être aussi aveugle, aussi naïf, se répétait-il en regardant morose les jardins de l'Élysée depuis son bureau devenu désert. Tous ses conseillers historiques s'étaient progressivement retirés, laissant un vide qui reflétait sa propre impuissance. Il avait cru manier l'ECNU comme un outil politique. Aujourd'hui, c'était lui le président qui était manipulé, suspendu au fils invisible d'une marionnette experte. Un an après ce rappel providentiellement fatal, le basculement était total et irréversible. La France fonctionnait de facto sous la direction d'un Premier ministre omniprésent et omnipotent, tandis que Macron ne restait qu'un symbole décoratif. Et dans les règles du jeu constitutionnel, personne n'avait aucun recours légalement et officiellement, tout était en ordre. Mais le pouvoir réel n'était plus entre ses mains. Le Cornu venait d'orchestrer l'opération la plus raffinée jamais vue en politique contemporaine. Un renversement de pouvoir sans cri, sans char, sans foule dans la rue. Pas même un scandale. Rien que le temps de la lucidité et l'exploitation méthodique des failles mentales de son adversaire. Par la seule force de l'intelligence et de la patience, il s'était hissé au sommet sans laisser la moindre trace de violence. Sur le papier, Emmanuel Macron restait président de la République. Les textes le disaient, la Constitution le confirmait. Mais dans la vraie vie politique, il n'était plus qu'une icône creuse un rôle figé. Celui qui avait autrefois concentré tous les pouvoirs avait voulu tenir le Cornu en laisse. Il s'était retrouvé pris au piège tenu fermement par celui qu'il croyait dominer. La revanche de Sébastien Lecornu atteignait ainsi un degré de perfection rare, complète, élégante, irrévocable. Et l'ironie suprême presque artistique résidait dans un détail cruel. Macron avait lui-même signé l'acte fondateur de sa déchéance. Persuadé de calmer son ennemi, il lui avait remis les clés du pouvoir. Ainsi, les rôles s'étaient inversés. Le stratège était devenu la cible, le donneur d'ordre, l'exécutant, le maître, le serviteur. Et Lecornu gouvernait désormais la France sans partage proprement légalement impeccablement républicain. Mais cette conquête du pouvoir, aussi spectaculaire soit-elle, n'était qu'une étape. 3 mois après avoir réduit Macron à l'impuissance totale, Lecornu choisit d'accélérer encore. Contrôler le président ne lui suffisait plus. Désormais, son ambition était claire, neutraliser toute concurrence politique potentielle et verrouiller durablement l'ensemble du paysage politique français sous son autorité. Le 15 janvier 2026, à l'abri des regards, il orchestra une réunion clandestine dans son bureau de Matignon. Autour de la table, 3 figures majeures de l'opposition furent conviées: Marine Le Pen pour le Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise et Laurent Wauquiez pour les Républicains. Chacun avait reçu une convocation énigmatique accompagnée d'une phrase aussi simple que troublante. « Nous avons des intérêts communs à évoquer ». Une fois tous installés dans le salon bleu, Lecornu prit la parole d'un ton posé. « Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons un point commun essentiel. À un moment ou à un autre de nos parcours, Emmanuel Macron nous a tous trahis. » Marine Le Pen plissa le regard méfiante. « Monsieur le Premier ministre, quel est exactement votre objectif ?» Lecornu ne se pressa pas. « Je vous propose un marché, un accord pragmatique qui nous permettrait à chacun de peser réellement sur le destin du pays. Gouverner selon nos lignes politiques sans être prisonnière des humeurs d'un président coupé des réalités. » Mélenchon laissa échapper un rire bref. « C'est audacieux, mais à ce que je sache, Macron occupe toujours l'Élysée. » Un sourire indéchiffrable glissa sur le visage du Premier ministre. Sur le plan officiel, c'est exact. Dans les faits, l'équilibre a déjà basculé. Il ouvrit alors lentement un tiroir et en sortit plusieurs dossiers volumineux qu'il aligna méthodiquement sur la table. Vous trouverez ici les éléments attestant de la corruption présidentielle. Là, des enregistrements de discussions confidentielles avec des dirigeants étrangers. Et ici, l'inventaire détaillé de ces reniements. Les 3 chefs de file de l'opposition parcoururent les documents médusés. À cet instant, ils saisirent l'étendue réelle de l'emprise de Lecornu. « Qu'attendez-vous concrètement de nous ?» demanda Wauquiez, la voix teintée d'un respect nouveau. « J'attends de vous une chose simple, le silence et la loyauté », lança Lecornu. « En retour, chacun aura sa part du pouvoir. Marine, vous piloterez les dossiers migratoires et sécuritaires. Jean-Luc, vous prendrez la main sur le social et l'économie. Laurent, l'Europe et l'international seront votre terrain. » Le Pen plissa les yeux. « Et vous, que vous réservez-vous ? » « Je fais l'orchestre, » répondit-il sans hésiter. « Et je gère Macron. » Cette rencontre clandestine ouvrit une ère inédite. Pour la première fois depuis la naissance de la Ve République,
L'opposition choisissait de marcher avec le pouvoir non par adhésion idéologique, mais par calcul froid et par désir de revanche contre le président. Dans les semaines suivantes, le pays observa un tableau politique déroutant. Les attaques de l'opposition s'émoussèrent, les joutes parlementaires perdirent leur mordant. Une accalmie étrange s'installa. Les médias parlèrent d'apaisement démocratique. En réalité, c'était le bruit feutré d'un système verrouillé. En coulisses, le Cornu assemblait pièce par pièce une architecture politique inédite, un dispositif où les formations traditionnelles jadis irréconciliables avançaient désormais de concert sous son autorité centrale, pendant que Macron n'assurait plus qu'un rôle d'apparat utile surtout pour la vitrine. Le plus déroutant toutefois tenait à un fait simple, la machine tournait. Les décisions s'enchaînaient sans heurts, les chantiers avançaient à grande vitesse et le pays se transformait à un rythme inhabituel. Contre toute attente, l'opinion saluait cette efficacité retrouvée presque soulagée par la fluidité nouvelle de l'action publique. Mais comment s'y prend-il, s'interrogeait un journaliste du Figaro, témoin de cette mue accélérée. Comment parvient-il à faire travailler ensemble Marine Le Pen et Mélenchon? La réponse se trouvait dans des mois de patient travail souterrain. Le Cornu avait accumulé des dossiers sur tous les poids lourds de la scène politique. Il connaissait les comptes dissimulés de Le Pen, les omissions fiscales de Mélenchon, les marchés avantageux accordés à Wauquiez. Chacun était tenu par ce qu'il voulait cacher. Chacun était captif de ses propres non-dits. Au printemps 2026, 6 mois après la naissance de cette coalition invisible, la France n'était plus la même. Officiellement, rien n'avait changé, une démocratie présidentielle classique intacte en apparence. Dans les faits, le pays avait basculé ailleurs. Dans les faits, le pays n'était plus gouverné par des institutions, mais par un cercle restreint placé sous l'autorité absolue de Le Cornu, avec l'obéissance contrainte de toutes les forces politiques. Pendant ce temps, Macron s'enfonçait lentement. Dépossédé de toute influence réelle, constamment surveillé, rabaissé jour après jour, il se dissolvait psychologiquement. L'homme qui occupait encore le palais présidentiel n'était plus qu'un reflet affaibli de lui-même, au point que son entourage commençait sérieusement à craindre pour son équilibre mental. « Monsieur le Président », lui soufflait parfois Brigitte Macron avec inquiétude, « vous devriez peut-être envisager de partir. Cette situation est en train de vous briser. » « Je ne peux pas, » murmurait-il vidé. « Si je renonce, le Cornu déballera tout. Il détruira mon nom pour toujours. Alors oui, notre santé mentale en paie le prix, mais c'est la conséquence directe de mes fautes passées. » Ce dialogue, comme tous les autres, n'avait rien d'intime. Chaque mot était capté, archivé, disséqué par les services loyaux à Le Cornu. Le Premier ministre savait parfaitement jusqu'où Macron avait sombré, et cette connaissance lui procurait une satisfaction froide. Pourtant, dans son jeu parfaitement maîtrisé, Le Cornu conservait encore un dernier atout. Et il n'avait pas encore décidé quand de l'abattre. À l'été 2026, Le Cornu choisit d'actionner la dernière pièce de son échiquier. Il ne s'agissait plus seulement de neutraliser Macron, mais de l'effacer définitivement du paysage politique sans éclat, sans scandale tonitruant. L'objectif était clair, provoquer une sortie volontaire soigneusement chorégraphiée. Tout fut préparé avec une précision clinique. D'abord, des indiscrétions savamment distillées surgirent dans la presse évoquant un état de santé préoccupant du chef de l'État. Puis d'autres murmures prirent le relais. Macron songerait à se retirer épuisé pour des raisons strictement personnelles. Une narration douce, rassurante, presque compatissante. Enfin, Le Cornu convoqua le président pour un ultime face-à-face dans le bureau même où tout avait commencé. « Monsieur le Président », déclara-t-il en s'installant avec aisance dans le fauteuil en face du bureau. « Il est temps de faire preuve de courage. » Macron, la voix brisée, demanda « De quel courage parlez-vous ?»« Celui de partir, pour l'intérêt général et pour le vôtre. Et si je m'y refuse ?» Le Cornu n'hésita pas. « Alors je dévoilerai tout, lentement, méthodiquement. Jour après jour, pendant des mois, votre chute sera interminable. » Macron resta immobile, le regard perdu vers les jardins qu'il ne contemplerait bientôt plus que de loin. « Tu as gagné, Sébastien. »« Totalement. »« Je le sais, » répondit Le Cornu sans détour. « La vraie question, c'est la sortie honorable. Ou humiliante. Et si je pars, que m'arrivera-t-il ? Tu conserveras l'apparence de l'honneur. Aucun secret ne filtrera. Tu pourras même coucher ton récit sur le papier, raconter ta version de l'histoire. Et toi, quel sera ton avenir? Celui que j'ai toujours visé, diriger réellement ce pays.
Le 30 juin 2026, Emmanuel Macron prit la parole devant la nation. Il annonça son retrait pour raison de santé, invoquant la nécessité d'un renouveau démocratique. Dans son discours d'adieu, il salua la loyauté de son premier ministre Sébastien Lecnoux et invita les Français à lui accorder leur confiance. Conformément au texte, le Cornu assuma l'intérim présidentiel. Mais au lieu de précipiter une nouvelle élection, il proposa une réforme des institutions présentées comme indispensable pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Le tempo venait de changer. Définitivement. Adopté par référendum avec l'appui discret mais décisif de l'ensemble des partis désormais sous sa coupe, la réforme constitutionnelle rebâtit totalement les cartes. La France changea de régime. Le cœur du pouvoir exécutif bascula officiellement à Matignon, tandis que la fonction présidentielle se réduisait à un rôle d'apparat incarné par un chef d'État symbolique désigné par le Parlement. À l'automne 2026, Sébastien Lecnoux fut consacré Premier ministre de cette République nouvelle version. Le vote fut sans appel, une majorité écrasante de députés valida son accession. Pour la première fois, il ne se contentait plus d'exercer l'autorité dans l'ombre, il la détenait désormais en toute légalité. Face aux élus réunis pour son investiture, il prononça alors une déclaration soigneusement pesée. La France ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre, un temps de stabilité retrouvé, d'action efficace et de réconciliation nationale. Dans la salle, les applaudissements étaient francs. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Nunez se levaient même pour saluer l'instant. Tous trois occupaient désormais des portefeuilles clés au sein du gouvernement du Cornu. Leur vieux clivage idéologique semblait s'être dissous comme par magie face à la redoutable efficacité de la nouvelle mécanique du pouvoir. À des centaines de kilomètres de là, Emmanuel Macron suivait la scène sur un écran depuis sa maison normande. Une demeure achetée grâce aux honoraires de conférences internationales, les seules tribunes qui lui restaient encore pour exister publiquement. « Tu penses qu'il ira au bout ?» demanda Brigitte Macron à voix basse. « Il y est déjà », répondit l'ancien président sans amertume feinte. « Il a accompli l'impensable, rassembler toute la classe politique sous une seule autorité. C'est un génie sombre, mais un génie malgré tout. » 2 ans après avoir été rappelé par celui qui pensait encore le tenir en laisse, Sébastien Lecnoux avait réalisé ce que personne n'aurait osé imaginer. Il gouvernait désormais le pays avec l'adhésion de toutes les forces politiques, le soutien massif de l'opinion et l'aval d'institutions qu'il avait lui-même remodelées à son image. Ce qui n'était au départ qu'une vengeance personnelle s'était mué en basculement total du système. Le régime avait changé de nature, l'opposition avait été absorbée et une domination durable s'était installée, appelée à s'inscrire dans le temps long. Celui qui en 2024 avait été publiquement trahi et humilié se retrouvait en 2026 au sommet absolu de l'État. Et l'origine de cette ascension vertigineuse tenait à un détail presque dérisoire, une signature apposée au bas d'un décret qu'Emmanuel Macron croyait maîtriser. L'histoire retiendrait sans doute que Macron avait commis là la faute majeure de son parcours. Mais elle retiendrait tout autant que Lecnoux avait su transformer cette erreur en œuvre politique magistrale. Sa revanche ne se contentait plus d'être totale, elle s'inscrivait désormais dans l'éternité. 12 mois plus tard, en octobre 2027, le décor était à la hauteur de la légende. Dans l'enceinte solennelle du château de Versailles, à l'occasion du premier anniversaire de la Nouvelle République, Sébastien Lecnoux prit la parole. Un discours soigneusement calibré, à la fois bilan personnel et manifeste politique, venait sceller définitivement son ascension hors norme. « Il y a 3 ans, lança-t-il face à une assemblée de dirigeants venus du monde entier, j'étais relégué, trahi, publiquement humilié. Aujourd'hui, je conduis une nation rassemblée, transformée, respectée sur la scène internationale. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est le fruit d'une vision claire, d'une volonté inflexible et d'une patience sans limite. Dans les rangs, les diplomates étrangers griffonnaient fébrilement. Le modèle Lecnoux fascinait les capitales européennes. Comment un seul homme avait-il pu fédérer des forces politiques antagonistes tout en maintenant une efficacité gouvernementale aussi redoutable et pourtant la scène la plus lourde de sens se jouait ailleurs. Emmanuel Macron était présent, assis parmi les invités, invité d'honneur officiellement, spectateur contraint en réalité. Il applaudit avec correction le discours de celui qui fut jadis son protégé et qui était désormais son supérieur. Une humiliation parfaite, totale, silencieuse, invisible aux caméras. À la sortie de la cérémonie dans l'allée silencieuse des jardins du château Macron, se retrouva face à Le Cornu. « Mes félicitations, Sébastien !» lâcha-t-il le sourire crispé.
Vous êtes parvenu à accomplir ce que je n'ai jamais réussi à faire. Je vous remercie, monsieur l'ancien président, répondit le cornu avec une politesse irréprochable. Mais souvenez-vous d'une chose, sans vos faux pas, je n'aurais sans doute jamais appris à exercer le pouvoir pour de vrai. Cette réplique d'une courtoisie glacée et d'une ironie chirurgicale referma définitivement le chapitre. Le cornu remerciait implicitement Macron pour l'avoir trahi car cette trahison avait été son meilleur professeur. L'apprenti avait dépassé le maître sans retour possible, et le maître désormais n'avait plus qu'à reconnaître en silence la perfection du plan de celui qui l'avait autrefois formé.